La marche vers la cité perdue, l'énigme de la forêt amazonienne et le silence des archives. Il existe une photographie ancienne, datant de l'année 1937, prise dans les profondeurs de l'intérieur brésilien. Elle montre un homme debout, à la lisière d'une clairière isolée qu'il n'était théoriquement jamais censé atteindre. Cet homme est Percy Harrison Fossé, lieutenant-colonel et membre émérite de la Royal Geographical Society. Un observateur rigoureux formé pour enregistrer et rapporter avec une précision mathématique la réalité du terrain. Ce jour-là, cet explorateur aguerri s'est enfoncé de manière définitive dans la densité de la forêt tropicale. Il n'en est jamais revenu, et 3 gouvernements distincts ont passé la décennie suivante à s'assurer, par des moyens administratifs et diplomatiques, que personne ne puisse suivre ses traces. L'examen minutieux de cette affaire a nécessité de longs mois de recoupement constant entre les journaux d'expédition, les archives coloniales et des documents officiels qui n'ont pas été classifiés par les voies habituelles, mais simplement égarés dans des rayonnages mal répertoriés, accessibles uniquement aux chercheurs les plus patients. Ce que les archives révèlent modifie profondément la perception que la science possède des cartes géographiques contemporaines. Fossé n'a pas simplement disparu dans le néant des terres connues. Il est arrivé à sa destination finale. Il a découvert précisément ce qu'il cherchait à atteindre au prix d'efforts surhumains. Quel que soit l'objet ou le paysage qu'il contemplait durant ses ultimes journées dépourvues de tout enregistrement officiel. La nature de cette découverte fut jugée suffisamment dangereuse pour qu'un silence absolu soit activement maintenu autour d'elle pendant plus d'un siècle. La véritable interrogation historique ne réside pas dans la disparition physique du colonel, mais plutôt dans la nature des événements qui se sont produits lorsqu'il a atteint son but. Pour comprendre la trajectoire de cette expédition mythique, il convient de suivre pas à pas le cheminement intellectuel et géographique qui a guidé ce chercheur hors du commun vers l'inconnu. Il importe d'établir d'emblée une distinction fondamentale. Percy Fossé n'était ni un romantique en quête d'aventures mystiques, ni un esprit fantaisiste sujet aux hallucinations. Avant de s'évanouir définitivement dans la région du Mato Grosso en avril 1927, cet officier avait déjà mené à bien cette expédition particulièrement éprouvante au cœur des territoires veintueux de l'Amérique du Sud. Ces missions d'arpentage, commandées de manière officielle par des institutions étatiques, avaient été documentées avec une méthode scientifique irréprochable et acceptée sans la moindre controverse par la Royal Geographical Society de Londres. Il avait cartographié avec exactitude des cours d'eau dont la géographie européenne ignorait jusqu'alors l'existence même. De plus, il avait négocié avec des nations autochtones que les rapports coloniaux de l'époque décrivaient comme impossibles à contacter. Fossé n'était pas un homme enclin à inventer mirage au milieu des la jungle. Par conséquent, lorsque cet expert commença à mentionner dans ses correspondances privées, ses notes de terrain et ses lettres à ses collègues l'existence d'un site secret qu'il nommait simplement Zé, la science dut se poser une question cruciale. Il ne s'agissait pas de déterminer s'il était victime de délire professionnel, mais de comprendre pourquoi un topographe aussi méticuleux, décoré et reconnu par les institutions officielles devint, durant la dernière partie de sa carrière, de plus en plus insistant quant à l'existence de vestiges matériels d'une civilisation d'une ancienneté et d'une échelle stupéfiante au cœur de la forêt brésilienne. Il décrivait une cité de pierre enfouie, organisée selon un plan urbain complexe, dont l'âge remettait en question la chronologie acceptée du développement humain dans l'hémisphère occidental. Ces affirmations ne reposaient pas simples conjectures, mais sur des sources documentaires précises. Parmi ces sources figurait un document historique connu sous le nom de manuscrit 579, conservé précieusement dans les archives de la Bibliothèque nationale de Rio de Janeiro. Ce récit portugais du XVe siècle, attribué à un groupe de bandeirantes, décrivait la découverte fortuite d'une immense cité en ruine dans l'arrière-pays de Bahia. Les explorateurs de l'époque y dépeignaient des arches pierres massives, des inscriptions gravées dans une écriture inconnue et des édifices d'une envergure totalement incompatible avec ce que les colonisateurs pensaient de l'occupation historique territoire.
Ce document existe bel et bien, il est répertorié et consultable par les spécialistes. Cependant, ce qui s'avère impossible à trouver, c'est un engagement institutionnel sérieux vis-à-vis des descriptions qu'il contient. Le silence académique entourant cette pièce d'archive est total, et Farcé en était parfaitement conscient. Dans une lettre adressée à un confrère en Indonésie, l'explorateur constatait avec amertume que les instances académiques n'avaient aucun intérêt à réviser des théories qu'elles considéraient comme définitivement établies. Une telle déclaration de la part d'un membre de la Royal Geographical Society démontre qu'il avait tenté de soumettre la question par les canaux officiels, mais qu'il s'était heurté à un mécanisme de fermeture institutionnelle invisible mais inflexible. Pourtant, l'histoire de cette quête n'a pas commencé avec Farcé. Pour en trouver les racines, il faut remonter près de 4 siècles plus tôt, en l'an 250. Un conquistador espagnol du nom de Francisco de Orellana descendit alors la cordillère des Andes et devint le premier Européen à naviguer sur toute la longueur du fleuve Amazone, ouvrant la voie à une redécouverte complexe de ces territoires. Le chroniqueur de cette expédition fluviale, un frère dominicain nommé Gaspard de Tarvajal, tint un journal de bord extrêmement détaillé de ce périple à travers le continent. Ce que le religieux consigna de manière répétée, tout au long de milliers de kilomètres de navigation ne décrivait pas une jungle vierge et sauvage, mais une véritable civilisation structurée. Ces écrits mentionnent des cités d'une taille considérable, s'étendant sur les rives du fleuve sur plusieurs kilomètres, avec des populations estimées à des centaines de milliers d'habitants. Il décrivit des réseaux routiers reliant les différentes agglomérations, une agriculture organisée à une échelle surprenante, ainsi qu'une production artisanale avancée de céramique textile. Dans un passage que la recherche contemporaine a longtemps manipulé avec une extrême prudence, il évoquait même de grandes tours de pierre blanche visibles depuis le cours du fleuve. L'analyse académique traditionnelle a longtemps considéré les écrits de Tarvajal comme de pures exagérations théâtrales destinées à impressionner la couronne d'Espagne. On affirmait que l'ampleur des infrastructures apportées est relevée du mirage politique plutôt que de l'observation factuelle. Cela soulève pourtant une question de bon centreux pour quel homme d'église, dont la crédibilité spirituelle dépendait de la véracité de son témoignage, aurait-il inventé de toutes pièces des cités dont l'existence pouvait être vérifiée par n'importe quel héritier ultérieur? Pourquoi fabriquer des affirmations aussi facilement vérifiables sur le terrain? De plus, si ces descriptions relevaient de l'invention pure, pourquoi les détails spécifiques consignés par le moine, tels que la présence d'une terre noire exceptionnellement fertile, la densité des colonies riveraines et la géométrie des routes? Correspond-il si exactement au que l'archéologie moderne confirme aujourd'hui de manière progressive? L'explication officielle de la jungle vierge s'effondre face aux données scientifiques actuelles. Les publications révisées par les pairs démontrent de manière incontestable qu'une grande partie du bassin amazonien porte les marques d'une modification anthropique à grande échelle en tuant la colonisation. L'existence des sols de terra preta, les immenses géoglyphes visibles uniquement depuis le ciel gravés dans le sol selon des motifs géométriques parfaits de plusieurs centaines de mètres, les chaussées surélevées et les canaux agricoles prouvent que cette région hostile abritait des sociétés complexes. Tarvajal n'exagérait pas son récit. Il décrivait une réalité matérielle qui allait pourtant disparaître presque entièrement en l'espace d'un siècle seulement après les premiers contacts avec les Européens. Cette disparition brutale introduit une autre figure centrale de la recherche géographique dans la région. Le colonel Sadido Mariano da Silva Rondon, officier de l'armée brésilienne et fondateur de l'agence qui allait devenir la FENA, l'organisme de protection des populations autochtones, fut l'un des hommes ayant passé le plus de temps dans l'intérieur du pays entre 1890 et 1930. Cartographe émérite, Rondon dirigea l'installation des lignes télégraphiques reliant les territoires isolés au centre urbain de la côte, à 1913.
Il accompagna l'ancien président américain Theodore Roosevelt lors d'une expédition scientifique dont le compte rendu officiel, publié sous le titre Trou de Brazilian Wilderness, constitue un document singulier. Roosevelt y mentionne brièvement, sans donner de détails superflus, que Rondon lui avait montré certaines caractéristiques topographiques et archéologiques précises qu'il lui avait formellement demandé de ne pas inclure dans l'ouvrage final destiné au grand public. Cet écrit officiel d'un ancien chef d'État confirme que des observations scientifiques majeures ont été délibérément soustraites du registre public à la demande des autorités militaires brésiliennes. Roosevelt respecta cette exigence de confidentialité et Rondon ne revint jamais sur ces éléments secrets dans ses propres publications ultérieures. Cette lacune volontaire apparaît de manière flagrante au sein de l'une des missions d'exploration les plus documentées de l'histoire sud-américaine. Rondon était un homme d'une intelligence professionnelle absolue, convaincu de la nécessité de gérer rigoureusement les informations stratégiques à l'intérieur du continent. Cela amène à se demander quelle nature d'informations pouvait exiger un niveau de secret d'État, au point de pousser un cartographe militaire à imposer le silence à un dirigeant international de premier plan. L'analyse fine de la correspondance déclassifiée de Rondon met en lumière une stratégie délibérée d'incomplétude administrative. Les descriptions géographiques s'interrompent brusquement. Les références des formations pierreuses inhabituelles restent sans développement et certains rapports envoyés au ministère de la Guerre sont mentionnés dans les index officiels mais demeurent matériellement introuvables. Ces documents ne sont pas perdus, ils figurent dans les catalogues de classement mais restent inaccessibles aux chercheurs. Un autre aspect frappant de cette gestion de l'information réside dans la rapidité de la réaction institutionnelle lorsque des indices d'une complexité archéologique majeure font surface. Quelques mois seulement après la disparition de Fossé en 1936, la Royal Geographical Society s'empressa de publier un communiqué officiel qualifiant l'expédition de démarche purement privée au mépris des avis scientifiques. Cette formulation administrative visait à discréditer par avance toute découverte éventuelle que l'explorateur aurait pu accomplir. Si Fossé ne trouvait rien, son échec confirmait les gnostiques de folie romantique. S'il découvrait des structures majeures, sa position de chercheur marginalisé interdisait toute validation scientifique de ses travaux. Les décennies suivantes virent le lancement de plus expéditions de secours, notamment par son propre fils, Brian Fossé. Ces tentatives progressèrent loin dans le Mato Grosso avant d'être stoppées par les maladies, les difficultés logistiques ou, dans plusieurs documentés, par des interventions directes de l'armée brésilienne. Les autorités invoquaient alors des raisons de souveraineté nationale ou la nécessité impérieuse de protéger les populations indigènes contre les incursions extérieures. Bien que ces justifications juridiques fussent parfaitement légitimes sur le plan politique, leurs conséquences matérielles demeura identique dans chaque situation, l'arrêt immédiat des recherches. L'interdiction d'accéder aux coordonnées géographiques précises indiquées par Fossé et le maintien du statut de zone inexplorée pour ces secteurs spécifiques. La répétition systématique de ces blocages géographiques ne peut s'expliquer par de simples coïncidences administratives. La fin des années 1990. Des déforestations massives dans l'état de Acre commencèrent à révéler des structures monumentales dissimulées depuis des siècles sous la canopée forestière. Des géoglyphes massifs, des terrassements géométriques gravés directement dans la terre, s'étendaient sur une superficie estimée à plus de 13 000 km², modifiant la perception de ces territoires. Ces cercles, carrés et octogones parfaits mesurant parfois près de 300 mètres de diamètre, témoignent d'une maîtrise géométrique et topographique qui exclut toute formation naturelle. La communauté scientifique s'accorde à reconnaître leur origine humaine, mais les débats se concentrent sur l'identité de leurs constructeurs, leur datation et leur fonction exacte. Le consensus académique actuel tend à y voir des espaces cérémoniels ou des lieux de rassemblement communautaire de grande envergure. Cependant,
Ces structures géométriques se situent de manière constante à la périphérie des zones présentant la plus forte concentration de sols anthropiques fertiles et d'espèces d'arbres domestiqués, fonctionnant comme de véritables bornes frontières au sein d'un immense système de gestion environnementale globale. Certains chercheurs indépendants suggèrent que ces tracés régulateurs constituaient l'infrastructure technique d'un paysage entièrement artificialisé, servant à la fois de système de drainage, de délimitation territoriale et de grille d'orientation pour la gestion des ressources à grande échelle. Si cette hypothèse se confirme, l'humanité se trouve face à une civilisation qui n'a pas détruit la forêt pour s'installer, mais qui l'a entièrement conçue et façonnée d'un point de vue biologique. Un tel niveau de connaissance géographique et botanique contredit les modèles historiques dominants concernant les capacités techniques des populations de cet hémisphère à cette époque. Cette contradiction met en lumière l'aspect le plus troublant de la recherche archéologique actuelle et la dimension mondiale de ce phénomène de dissimulation et de gestion institutionnelle. Cette dynamique de contrôle de l'information ne se limite pas au seul bassin de l'Amazone. Une analyse comparative globale révèle l'existence d'un modèle similaire appliqué plusieurs cisieux anciennes à travers le monde. Partout apparaissent des traces de gestion environnementale à grande échelle, des sols enrichis artificiellement, suivis d'une rupture brutale dans les registres archéologiques, puis d'une prise en main administrative des vestiges par les autorités modernes. Ce phénomène s'observe dans les grandes vallées fluviales de l'Afrique subsaharienne, où des systèmes d'ingénierie hydraulique précoloniaux majeurs ont été découverts, ainsi qu'en Asie du Sud-Est autour du complexe d'Angkor, qui pourrait ne pas être une exception isolée, mais le vestige d'un réseau régional beaucoup plus vaste et moins étudié. Cette même régularité se retrouve dans la transformation méthodique des parcs forestiers européens entre les années 1800 et 1890. Durant cette période, plusieurs administrations étatiques, sans coordination apparente, modifièrent radicalement la composition des forêts urbaines en éliminant les arbres nourriciers au profit d'espèces purement ornementales, tout en classant les mémoires de l'organisation antérieure dans des archives inaccessibles. La question fondamentale réside dans le mécanisme de coordination invisible qui a permis à des structures administratives distinctes, opérant sur des continents différents, d'adopter des politiques identiques de neutralisation des paysages historiques durant la même fenêtre temporelle. Les preuves matérielles accumulées forçant la recherche et question rapposent des aires frontales. L'analyse de forêts anciennes considérées comme primaires, telles que Białowieża en Pologne ou Yokushima au Japon, suggère que ces espaces ne sont pas des créations purement naturelles, mais les vestiges de systèmes biologiques intentionnels et autosuffisants, conçus autrefois pour nourrir et structurer les communautés humaines selon des modèles agricoles oubliés. L'analogie avec l'Amazonie devient évidente lorsque l'on étudie les sols noirs de Terra Preta, si substrat d'une fertilité exceptionnelle, capable de se régénérer de manière autonome, et le produit direct d'une activité humaine planifiée, situé précisément là où les chroniqueurs espagnols signalaient de grandes agglomérations. Cette création délibérée d'écosystèmes durables se double d'une répartition anormale des espèces végétales utiles à travers la forêt tropicale. Des études botaniques majeures ont démontré que les zones les plus densément peuplées avant la colonisation correspondent aujourd'hui aux secteurs présentant les plus fortes concentrations d'arbres fruitiers et nourriciers domestiqués, comme le noyer du Brésil, le cacoyer ou le palmier açaï. Ces arbres produisent des ressources abondantes sans nécessité de cycle de plantation saisonnier. La forêt amazonienne n'apparaît pas comme une jungle sauvage, mais comme une infrastructure biologique complexe laissée en mode de fonctionnement autonome depuis 5 siècles. Face à ces évidences, la réaction des grandes institutions de recherche consiste invariablement à restreindre le champ des investigations, à réorienter les budgets d'études et à classer les dossiers sensibles afin de préserver les paradigmes historiques en vigueur. Pour comprendre la rigueur de cette quête, il convient de réhabiliter la figure de Fossé,
souvent dépeint à tort comme un excentrique illuminé par le cinéma contemporain. Ces véritables écrits révèlent l'esprit méthodique d'un scientifique de terrain confronté à l'incompréhension de ses pairs. Dans ses lettres de 1920, il décrivait de manière technique, sur la base de témoignages d'informateurs autochtones de différentes familles linguistiques, des structures de pierre, des voies de communication surélevées et des aménagements agricoles inhabituels, ni totalement sauvages, ni totalement domestiques au sens moderne du terme. Ces observations pionnières correspondaient exactement aux découvertes récentes sur la terra preta et la distribution des arbres anthropiques. Fossé avait compris que la civilisation qu'il recherchait n'était pas une cité de ruines traditionnelle, mais une société en choisi de bâtir en s'intégrant au cycle de la nature aussi opposant. La création en 1965 de la FENAE au Brésil a instauré un contrôle strict de l'accès aux réserves indigènes du Mato Grosso. Si cette protection est indispensable sur le plan humain et moral, il demeure remarquable que les zones soumises aux restrictions administratives les plus sévères coïncident précisément avec les coordonnées topographiques identifiées par Fawcett comme les névralgiques de l'ancienne infrastructure précolombienne. Les archéologues brésiliens évoquant souvent dans leurs notes de bas de page ces contraintes d'accès qui limitent l'exploration systématique des secteurs les plus prometteurs du territoire. Cette dynamique de l'évitement scientifique s'est également manifestée lors des travaux de l'archéologue Anna Roosevelt dans les années 1900 sur l'île de Marage. Ces découvertes de structures de monticules massifs et de céramiques complexes ont bouleversé les théories établies sur la préhistoire amazonienne. Bien que validées par les comités de lecture, ces conclusions majeures ont été intégrées à la littérature technique sans entraîner la révision globale des manuels d'histoire, neutralisant ainsi leur impact sur le grand public. Le même traitement fut appliqué au relevé LIDAR effectué sur la jungle cambodgienne en veine d'or, révélant une extension urbaine insoupçonnée autour d'Angkor, sans pour autant modifier la perception générale de ces civilisations dans le récit historique commun. Le dernier message de Fossé, envoyé à son épouse le 29 mai 1905 depuis le camp du Cheval Mort, affirmait avec certitude que si sa mission réussissait, toute l'histoire du continent américain devrait être réécrite de fond en comble. L'officier mesurait la portée de ces mots, refusant de parler de simples ruines esthétiques pour annoncer un changement radical de paradigme scientifique. Après cette date, l'explorateur s'ensa définitivement dans les bois, sans qu'aucun reste matériel ne soit jamais retrouvé de manière crédible. Plus d'une centaine de chercheurs ont perdu la vie au cours des missions de sauvetage ultérieures, témoignant de l'importance cruciale de l'énigme posée par cette disparition au cœur de la communauté scientifique internationale. Le bassin de l'Amazone conserve les traces matérielles d'une grande civilisation disparue, dont les systèmes biologiques, les sols modifiés et les structures géométriques continuent selon leur programmation d'origine. La lisière de ces découvertes, les institutions maintiennent une politique de confinement académique et de réorientation des recherches. Cette régularité a vite observé la forme générale de ces silences administratifs qui apparaissent précisément au moment où les questions les plus fondamentales sont formulées par les chercheurs. Au-delà des anomalies isolées, l'immense forêt géométriquement organisée et biologiquement gérée poursuit sa croissance silencieuse, gardant le secret des civilisations qui l'ont plantée et configurée pour les siècles à venir. Thank you for watching. En don forget to like, en subscribe to support mes dark, en mysterious history content.